Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. L'océan sera au cœur des discussions dans moins d'un mois sur la Côte d'Azur, alors que Nice recevra l'UNOC. Monaco accueillera en marge de cet événement le Blue Economy and Finance Forum. Robert Calcagno, le directeur général de l'Institut océanographique, sera notre invité dans quelques instants. À 3 jours du choc face à l'Olympiakos dans le Final Four de l'Euroleague, dans quel état d'esprit est la Roca Team? Nous écouterons l'entraîneur Vassilis Spanoulis et Matthew Strazel. Un champion olympique de saut en hauteur au stade Louis II, le néo-zélandais Hamish Kerr est venu partager un moment avec les licenciés de l'AS Monaco Athlétisme et nous y étions. Monaco au rythme du Grand Prix de Formule 1, différents événements sont organisés en amont de ce mythique rendez-vous automobile. Et comme vous pouvez le voir, Charles Leclerc est déjà en principauté. C'est l'un des événements majeurs du mois prochain en principauté, les 7 et 8 juin, dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Monaco accueillera le Blue Economy and Finance Forum. Il réunira des chefs d'État et de gouvernement, des entrepreneurs et des acteurs engagés de l'économie bleue. Mais que devons-nous comprendre derrière ce terme? Quel est l'enjeu pour Monaco d'organiser un tel événement? Pour le savoir, nous sommes en duplex avec le directeur général de l'Institut océanographique. Bonsoir Robert Calcagno. Bonsoir Amélie. Qu'est-ce qui se cache tout d'abord derrière ce terme d'économie bleue? L'économie bleue, alors c'est un terme qui est l'économie, les activités économiques des entreprises, bien sûr liées à la mer, et ça il y en a beaucoup. L'économie bleue, c'est les activités économiques qui sont liées à la mer, mais qui à la fois respectent la biodiversité et les communautés locales. Et ce Blue Economy and Finance Forum va jouer un rôle important dans la mise en lumière des initiatives déjà mises en place? Oui, dans la mise en lumière, mais surtout dans la création et dans le développement de ces initiatives. Parce qu'un constat que nous faisons, c'est que nous progressons vraiment très bien. Soyons quand même satisfaits sur la sensibilisation à la protection de la nature et de l'océan. Nous progressons également bien dans la discussion, la négociation, voire la signature des accords internationaux, comme par exemple l'accord sur la haute mer, dont nous espérons prochainement la ratification, mais aussi par exemple l'accord de Kunming-Montréal qui s'est fixé comme objectif 30% d'aires marines protégées à horizon 2030. Alors tout ça c'est très bien, mais sur le terrain on constate qu'on ne voit pas beaucoup d'actions. Et les actions, il n'y a pas de miracle, elles sont faites par les acteurs économiques, par les entreprises. Il nous faut donc travailler ces acteurs économiques et pour être encore plus précis, travailler le match, la rencontre entre les activités économiques et leurs besoins de financement, entre les entrepreneurs et les banques, les financiers, les fonds d'investissement, les grandes banques régionales multilatérales par exemple. Alors quels seront les temps forts de ce rendez-vous? Comment Monaco se prépare à accueillir cet événement? Alors c'est un travail qui est très lourd. Alors certes, nous avons l'habitude à Monaco d'organiser de nombreuses rencontres et conférences. Et j'ai en tête bien entendu la Monaco Blue Initiative que nous organisons tous les ans, la 3e semaine de mars. Mais cette rencontre, elle est encore plus importante puisque nous allons accueillir près de 1500 personnes au Grimaldi Forum, des chefs d'État, des chefs d'entreprise. Par exemple, Madame Christine Lagarde, la présidente de la Banque européenne, sera avec nous. Des grands patrons d'entreprise comme Monsieur Saadé, le patron de CMA-CGA, le vice-président opérationnel du port de Shanghai sera avec nous. Donc vous voyez, c'est juste pour vous donner quelques exemples, la palette de personnalités qui seront présentes et qui nous permettront de discuter. Et cette réunion se déroule en fait juste avant la grande réunion UNOC à Nice. Alors UNOC, ça veut dire United Nations Ocean Conference, la conférence des Nations Unies pour l'océan, qui se déroulera à Nice juste à la suite de cette rencontre sur l'activité économique de la mer. Oui, l'UNOC qui sera co-organisée par la France et le Costa Rica. Il se dit d'ailleurs que c'est la France qui a souhaité que le BEF ait lieu à Monaco. C'est vrai, Robert Calcagno ? Alors oui, donc déjà le BEF est co-organisé à la fois par le gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II et l'Institut océanographique. Et lorsque le président Macron a décidé
d'organiser cette rencontre des Nations Unies à Nice, il a passé un coup de téléphone à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, pour l'informer de cela. Et je n'étais pas présent, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il lui avait indiqué qu'il avait décidé d'organiser cette conférence à Nice, d'une part pour la qualité de la ville de Nice, sa proximité à la mer Méditerranée, mais aussi grâce à la proximité avec la principauté de Monaco, et qu'il souhaitait pleinement associer le souverain et la principauté. Et il a demandé au souverain des idées pour des actions. Et c'est là qu'un peu plus tard, en discutant notamment avec le représentant spécial du président Macron pour organiser ce sommet, qu'est née cette idée qui a été validée et encouragée par le prince d'organiser ce forum sur l'économie bleue. Oui, est-ce que c'est aussi gage de reconnaissance de l'engagement constant de la principauté en faveur de l'environnement ? L'image et la crédibilité du prince, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, ce grand forum sur l'économie bleue, ça vient en quelque sorte consacrer cet engagement. Alors quand je dis consacrer, parce que c'est une étape importante, et c'est une étape. Bien sûr, j'espère que nous allons progresser, faire des rencontres significatives et décider des actions tout à fait importantes lors de ce forum, mais soyons concrets, tout ne sera pas résolu les 7 et 8 juin à Monaco, et je suis certain, je suis convaincu que notre engagement pour la protection de l'océan va continuer bien au-delà. Et Monaco Info sera bien évidemment mobilisé sur cet événement. Merci infiniment Robert Calcagno d'avoir été notre invité du JT ce soir. Merci Émilie et Monaco Info, et vous êtes bien sûr les bienvenus au BEF. Ouvrons une large page sport à présent avec tout d'abord du basket et le Final Four de l'Euroleague en fin de semaine à Abu Dhabi. Avant de s'envoler pour les Émirats, le meneur de jeu Mathieu Strazel et le coach Vassilis Panoulis se sont exprimés face à la presse hier. Ils ont partagé leur état d'esprit avant ce choc face à l'Olympiakos. Extrait au micro de Frédéric Elion. En ce qui me concerne, j'ai hâte. Un peu ce sentiment de revanche de il y a 2 ans. Mais ouais, c'est des bonnes ondes. Beaucoup de choses positives que je vois pour ce Final Four. Et en ce qui concerne l'équipe, je sais que voilà, pour tous ceux qui ont des doutes ou qui pensent qu'on se croit déjà arrivé parce qu'on est arrivé là-bas, c'est pas du tout la vision qu'on a. On veut vraiment aller là-bas, faire quelque chose d'intéressant. Comme le coach l'a dit, on est à 2 victoires du plus grand titre de l'histoire du club. On a joué tellement de matchs d'Euroleague, de se dire qu'on est seulement à 2 victoires de soulever ce trophée, c'est quelque chose qu'on prend en compte et on y va confiant. We make great practices, but we played awful because our minds, I was player, I understand, a lot of times mind is there, body is there, but mind is not there in these games of French League. I didn't like it, but I was frustrated, but I can understand them. So now, team is extremely motivated when you have the chance to be in the Final Four and to fight for the title. You have to go to fight to take it. It will not come by itself. You need to fight hard, to execute the game plan and to play with great joy and confidence. Olympiakos Monaco en demi-finale de l'Euroleague, c'est ce vendredi à 20h et nous y reviendrons bien évidemment sur notre antenne. Valentin Vachereau s'est qualifié aujourd'hui pour le prochain tour des qualifications de Roland-Garros. Le joueur de la Fédération monégasque de tennis a dominé un sérieux concurrent, l'Espagnol Carlos Taberner, 6-2, 6-4 en 1 heure et 21 minutes de jeu. Il est champion olympique et veut désormais transmettre sa passion aux plus jeunes. Le sauteur en hauteur, Amish Kerr, médaillé d'or aux Jeux de Paris, était hier au Stade Louis II pour une initiation avec le club d'athlétisme de l'AS Monaco. Gaëtan Lebrun et Julien Laugier vous résument cet entraînement pas comme les autres. C'est un moment que les jeunes athlètes du club d'athlétisme de Monaco ne sont pas prêts d'oublier. Sur la piste du stade Louis II, ils ont eu l'honneur de s'entraîner, mais surtout d'apprendre aux côtés d'Amish Kerr, médaillé d'or pour qui les Jeux de Paris ont tout changé. It was obviously a goal that I'd been working towards for a very long time, and to be able to achieve that was very special for me and also for my country. We've had a few Olympic champions in track and field over the years, but never in high jump, and so yeah, it was very special. I go home now and I get recognised a lot more, and a lot more people, want my time, but that is also something that I'm very grateful for.
Partager sa passion, mais surtout inspirer les générations futures. Avec ce saut record de 2,36 m il y a un an, Amish Kerr peut désormais être un modèle et sensibiliser de nombreux jeunes à pratiquer une activité sportive. Is the most important part of my job is inspiring the next generation of athletes. I think these days, there's so many more things that can keep children inside and keep them, they love to be on their screens and watch TV and all the rest of it. But I think, if they realise that outside there's some beautiful things to do, and if I can inspire even a few people to do that, I'm very, very happy. Une initiation en prévision du meeting Hercules qui débutera cette année le 11 juillet 2025. Et Amish Kerr sera au rendez-vous le 11 juillet au Stade Louis II. Autre compétition à suivre, les Jeux des petits États d'Europe. 123 athlètes défendront les couleurs de la principauté en Andorre. Parmi eux, le doyen de la délégation monégasque Bernard Amadei, un spécialiste du ball-trap. Frédéric Elion et Thomas Deus sont allés à sa rencontre sur son lieu d'entraînement en Italie. C'est un site magique situé sur les collines de Ventimiglia, à une 50aine de minutes de route de Monaco. Le club Tiro a Volo Ventimiglia, un terrain de jeu idéal pour des tireurs hors pair, les spécialistes du ball-trap. Parmi eux, Bernard Amadei qui pratique ce sport depuis l'adolescence. On a un fusil calibre 12 à 2 coups, parce qu'on tire un plateau d'argile, on a droit à 2 cartouches. Quand on le casse du premier ou deuxième coup, c'est toujours un plateau de cassé, un gilet, impérativement un casque, lunettes. J'ai commencé à 17 ans à faire des compétitions de ball-trap. Dans la famille, non, mon père était chasseur, mais moi non. Et en fait, j'ai un copain, un ami d'enfance, qui lui a fait du tir à l'âge de 17 ans. On est partis ensemble parce qu'il habitait 2 maisons à côté de moi. Et donc voilà, ça a démarré tout simplement, bêtement comme ça, quoi. Très rapidement, Bernard intègre l'équipe de France de skeet, où il participe au championnat d'Europe, puis au championnat du monde. Après une pause de 35 ans, il reprend du service et fera son retour avec Monaco cette fois-ci pour participer aux Jeux des petits États d'Europe en Andorre fin mai. Je suis très fier de pouvoir participer à Andorre. J'ai fait des Coupes du Monde, mais jamais des Jeux. On va être 130 participants de plusieurs disciplines, tous à combattre et à essayer de faire une médaille. Donc je pense qu'il va y avoir une émulation. Je pense que c'est autre chose que quelque chose d'individuel, quoi. Le ball-trap, c'est une discipline où la précision et la gestion des nerfs est primordiale. Le moindre dixième de seconde et vous ratez le plateau, cette cible volante en argile de 110 grammes et 11 cm de diamètre. Ici, on appelle ça la fosse. Il y a 15 machines, 15 angles, donc de 45 degrés à moins 45 à plus 45, 1,50 m à 3 mètres de hauteur. En fait, il y a 9 schémas qui sont prédéfinis par l'ISSF. On sait qu'au poste 1, on va avoir un droit devant à 1,50 m, le gauche 30 degrés à 2 mètres, et ainsi de suite. Les plateaux sortent de la fosse aux alentours des 120 km/h. Les tireurs ont une fraction de seconde pour réagir. On met le canon, le fusil au-dessus de la fosse qui est devant vous. On positionne les yeux un peu au-dessus, de manière à ce que, quand les yeux ont fait la netteté, l'autofocus qui s'est fait correctement, on commande. Et à ce moment-là, c'est là que tout se passe. Le plateau va sortir et les 6 premiers mètres, c'est un trait. Donc l'objectif, c'est de ne pas partir sur le trait. Laisser partir le plateau. Quand le plateau, on a identifié sa trajectoire et qu'il devient net, là, on accélère le mouvement et on casse le plateau. Du côté d'Andorre, la compétition se déroulera en 2 temps, avec tout d'abord 75 plateaux à casser le premier jour, puis 50 le lendemain, à chaque fois avec 2 cartouches. Les 6 meilleurs se retrouveront en finale, où les compteurs seront remis à 0 et où ils n'auront plus qu'une cartouche pour casser chaque plateau. Et nous avons appris aujourd'hui que l'équipe masculine de basket 3-3 ne participerait pas aux Jeux des petits États d'Europe affectés par la tragique disparition de Lorenzo Renou, joueur espoir de l'AS Monaco Basket. On reste dans le sport avec du rugby à 7 et l'équipe de développement du MR7. Cette formation composée de joueurs prometteurs du bassin azuréen s'entraîne pour les prochaines échéances et pourquoi pas renforcer l'équipe professionnelle. Le reportage de Gaëtan Lebrun et Arnaud Imbert.
Porté par l'ambition de rejoindre l'effectif professionnel, l'équipe développement, encore en pleine construction, a terminé sa préparation en vue des 2 étapes du circuit Accession, le 8 juin à Dax et les 21 et 22 juin à Meaux. L'objectif, performer lors de ces tournois pour accéder au circuit élite et préparer une relève pour l'équipe première. Déjà, il y a eu 2 stages de détection avec beaucoup de joueurs de la région, ce qui est la différence aussi avec l'année dernière. On a eu des joueurs de toute la France, là c'est 95% du groupe la région PACA, donc c'est très bien. C'est aussi le but de montrer que dans la région PACA, il y a des joueurs à fort potentiel 7. Il y a 24 joueurs et 15 seront sélectionnés pour participer à la première étape du circuit Accession français. Privilégier la complicité pour cette nouvelle saison, Fabien Camin et son staff ont la vocation de créer un groupe soudé en développant l'esprit collectif et en créant des automatismes. Je pense que dans le rugby à 7 et dans tous les sports co, se connaître et connaître l'individu avec qui on joue, c'est très important. On connaît ses points forts, ses points faibles. Donc c'est plus facile quand on s'entraîne régulièrement ensemble, quand on parle la même langue. C'est vrai que c'est une force. Et aujourd'hui, tous les jeunes qui sont présents, ils ont une envie réelle d'intégrer ce projet. Le club a une envie réelle de les accompagner aussi. Et d'ailleurs, il y a aussi des joueurs de l'équipe professionnelle, que ce soit Johan Demé-Amecher, Ibaï Lecomte, Lancelot Luto et d'autres, qui font partie aussi de cette équipe développement, parce qu'il y a une transmission qui est faite, un accompagnement. Voilà, c'est pas 2 groupes complètement dissociés. Il y a un vrai projet de passerelle entre les 2 et qui est important pour nous. L'équipe développement a aussi profité de cette nouvelle saison pour signer un nouveau partenariat avec l'entreprise Triton Lake, ancien sponsor de l'équipe d'Irlande. C'est l'événement sportif de la semaine, voire même de l'année en principauté, le Grand Prix de Monaco. L'intégralité des courses, de la Formule 3 à la Formule 1 en passant par la Porsche Mobile One Super Cup, sera à découvrir en direct sur notre antenne à partir de jeudi. En attendant, l'effervescence grimpe petit à petit aux abords du paddock et des stands. Charles Leclerc est déjà en principauté. Le pilote monégasque a assisté à une soirée de lancement d'un casque audio réalisé avec une célèbre marque en édition limitée. Plus de détails avec Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. 216, c'est le nombre d'exemplaires disponibles pour ce casque audio, en référence au nombre 16 de Charles Leclerc. Quand il n'est pas sur circuit, le pilote de Formule 1 aime consacrer son temps à la musique. C'est donc naturellement qu'il collabore avec Bang & Olufsen pour l'édition de ce casque audio. Being a Ferrari driver has always been my dream, but you have very little time where you can slow down and just focus on yourself. But music is definitely part of that process. That's why I started to compose music as well, because it just helps me to disconnect from everything that is around and to just refocus on yourself and recharge your batteries. Un casque bleu ciel aux couleurs de la Côte d'Azur et de sa principauté, cher au cœur du pilote. C'est un peu le casque maintenant iconique chez Bang & Olufsen, avec des matériaux très haut de gamme, un son toujours aussi pur, aussi le son un peu Bang & Olufsen. Voilà, il y a une pureté de son, une finesse du son. Ça faisait sens d'allier Ferrari, Charles Leclerc, cette passion pour la performance et pour l'excellence avec Bang & Olufsen. Compositeur à ses heures perdues, la Formule 1 reste la discipline de cœur de Charles Leclerc que l'on pourra admirer sur le circuit du Grand Prix de Monaco d'ici quelques jours. Le Grand Prix qui inspire également les artistes, les légendes de la Formule 1 s'exposent au restaurant Marius. Marcos Marin dévoile une série de portraits de ceux qui ont marqué l'histoire automobile. Le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. L'œuvre de Marcos Marin est bien connue en principauté. Ce résident monégasque né à Sao Paulo expose dans l'ensemble du restaurant Le Marius qu'est Antoine Ier. Une collection de portraits rendant hommage aux légendes de la Formule 1, des portraits d'hier et d'aujourd'hui, à l'occasion, et ça s'y prête, du Grand Prix de Monaco. Il offre essentiellement du mouvement dans le regard et dans ses sculptures et ses peintures. Et pour nous, c'était iconique d'avoir la Formule 1 pendant cette période-là, et surtout une personne qui réside à Monaco et qui apporte beaucoup à la principauté de Monaco. Une trentaine de tableaux et 7 sculptures en 3D, que ce soit des portraits d'Ayrton Senna, Charles Leclerc, Alain Prost, Louis Chiron ou encore Maria Teresa de Filippis, la première femme à s'aligner en Formule 1 lors du Grand Prix de Monaco en 1958. Marcos Marin est un spécialiste des portraits depuis de nombreuses années. Après 43 ans de carrière, on commence à être un peu connu, c'est super ça. Non, oui, je suis à l'essence, je suis un portraitiste, donc j'adore les gens.
Donc je fais des portraits de gens, même si la technique que je choisis au départ, ce n'était pas indiqué totalement pour un portrait, pour l'art figuratif. Donc la plupart des artistes dans l'optical art, dans l'op art, ils font d'abstraction, de géométrisme. Moi, j'ai décidé de rester sur la figuration, sur la iconographie. L'installation de Marcos Marin au Marius Monaco est à découvrir jusqu'au 7 juin. Parlons économie à présent avec le Monaco Economic Board qui a organisé dernièrement une conférence avec Christophe Barrot. L'économiste a livré son analyse de la situation actuelle bouleversée par le contexte géopolitique. Christophe Barrot est notre invité ce soir. Il est interrogé par Sarah Inkari. Bonsoir Christophe Barrot. Bonsoir. Vous avez été élu meilleur prévisionniste mondial par Bloomberg sur la zone euro, les États-Unis et la Chine à de très nombreuses reprises et vous avez évoqué à Monaco votre vision de la situation économique et politique actuelle que vous jugez volatile. Pourquoi ? Alors la situation est, on va dire, volatile, agitée, essentiellement à cause du président des États-Unis, Donald Trump, notamment en raison de ses revirements concernant la politique commerciale. Le fait d'avoir aussi beaucoup d'incertitudes sur à la fois le niveau des droits de douane pour les différents pays, surtout la Chine, l'Europe, mais aussi le Canada et le Mexique. Le fait d'avoir tout un tas aussi de dates butoirs à 90 jours pour le début juillet. Donc beaucoup d'incertitudes concernant ces droits de douane. Cette incertitude, elle va peser aussi derrière sur le comportement à la fois des ménages et des entreprises. Et ça pénalise aujourd'hui l'économie dans son ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les tendances économiques mondiales actuelles, comment cette incertitude influence l'économie monégasque ? Alors l'impact sur Monaco aujourd'hui, c'est plutôt limité, j'ai envie de dire. Il y a quand même un paramètre donc, direct sur les exportations de Monaco à destination des États-Unis, qui sont le 6e pays où Monaco exporte. Il y a un impact indirect puisque le commerce mondial aujourd'hui est un petit peu sous pression, donc ça va aussi jouer sur les partenaires commerciaux de Monaco. Et puis globalement, le climat d'incertitude, on va dire ambiant au niveau mondial, pèse aussi sur les décisions des chefs d'entreprise à court et à moyen terme. On voit se développer un sentiment anti-américain, peut-être un point positif pour nous, puisqu'on a observé que les réservations touristiques vers les États-Unis sont en repli, ce qui peut signifier un repli vers l'Europe et donc vers Monaco, qui a déjà enregistré de bons chiffres en 2024. Exactement, c'est le côté positif, c'est qu'on a pu observer que sur les réservations pour cet été et sur la fin d'année à destination des États-Unis, c'était beaucoup replié, sachant que l'Europe est une destination extrêmement attractive, que le secteur de l'hospitalité est plutôt un secteur très résilient. On peut imaginer qu'il y ait un repli vers l'Europe et donc vers Monaco qui avait affiché des résultats assez encourageants en 2024, mais aussi début 2025. Et quelles sont vos prévisions de croissance pour les mois à venir, pour la zone euro et pour la Chine ? Alors pour la zone euro, on estime que la croissance sera de l'ordre de 0,8% en 2025, donc assez similaire à ce qu'on a connu en 2024 où c'était 0,9%. L'idée, c'est qu'on a eu un bon début d'année, donc un bon premier trimestre. Maintenant, on devrait rentrer un petit peu dans le dur avec les droits de douane qui ont été imposés, donc le tarif de base de 10%, plus des droits de douane sur l'automobile, qui devrait affecter notamment l'Allemagne. Néanmoins, il y a des facteurs favorables, comme la reprise du crédit, qui est essentiellement due à une politique monétaire plutôt accommodante. Et d'ici la fin d'année, on devrait avoir une politique fiscale aussi plutôt favorable, puisque la zone euro a décidé de dépenser plus dans le secteur de la défense. L'Allemagne va suivre et aussi commencer un peu plus à investir dans les infrastructures. Mais cet impact-là, on le verra que sur le dernier trimestre, à partir du dernier trimestre de cette année. Maintenant, concernant la Chine, on est sur vraisemblablement un ralentissement sur l'ensemble de 2025, puisque on devrait avoir une croissance de l'ordre de 4,6% contre 5% l'année précédente. La Chine qui est victime, la première victime de la politique commerciale de Donald Trump.
Néanmoins, pareil, des facteurs favorables avec une politique monétaire toujours plus accommodante et aussi une politique fiscale qui devrait soutenir l'investissement, notamment dans les infrastructures et aussi tous les secteurs d'avenir à haute valeur ajoutée dans la tech, donc tout ce qui peut être lié à la robotique, aux drones, aux véhicules électriques, etc. Et est-ce que les États-Unis en particulier vont connaître une récession? C'est la question que beaucoup se posent. Alors notre scénario, c'est qu'il devrait finalement l'éviter, essentiellement puisque Donald Trump a une approche... Aujourd'hui, il y a eu un réel pivot, à savoir qu'on sait qu'il veut faire un maximum d'accords commerciaux. On sait également qu'il souhaite relancer l'activité via des baisses d'impôts, mais voilà, ça va dépendre de sa capacité à la fois à réaliser des accords commerciaux et des baisses d'impôts rapidement pour éviter cette récession technique, à savoir 2 trimestres de PIB négatifs. Merci beaucoup Christophe Barraud d'avoir partagé votre expertise sur notre antenne. Merci beaucoup. Avant de refermer ce journal, la mairie de Monaco a annoncé aujourd'hui l'invité exceptionnel de la fête de la musique 2025. Le célèbre DJ producteur Mosimann se produira sur la scène du quai Albert Ier le 21 juin prochain. L'entrée à ce concert sera libre et gratuite. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre, puis un magazine proposé par Vanessa Dessy sur le récent déplacement du prince Albert II dans le sud de l'Italie. Excellente soirée à tous et à demain, 19 h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Après la grisaille d'aujourd'hui, on revoit la couleur du ciel demain. Pas un grand ciel bleu avec les passages nuageux prévus, mais un beau temps malgré tout. Même chose l'après-midi, un ciel à moitié nuageux, pas de pluie, un indice UV élevé, un léger vent et des températures comprises entre 15 et 20 degrés. Et puis ce mercredi 21 mai, nous fêterons les Constantins. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.